La défense acharnée de l'Ukraine a repoussé la Russie pendant plus de 2 ans. Mais un nouveau chapitre, plus sombre, commence. Dans un revirement choquant, la Corée du Nord, le régime le plus isolé et dangereux du monde, a rejoint la guerre, envoyant des milliers de troupes pour renforcer les forces en décomposition de Poutine. L'Ukraine doit maintenant affronter non seulement la Russie, mais aussi un autre ennemi imprévisible et dangereux au combat. Mais comment en sommes-nous même arrivés là? Comment la Corée du Nord est-elle devenue impliquée dans le conflit? Que signifie cette alliance dangereuse pour l'avenir de la guerre? Dans cette vidéo, nous explorerons ces interrogations en détail. Commençons par l'arrivée des troupes nord-coréennes. Le 16 octobre 2024, la British Broadcasting Corporation a publié un rapport reprenant les affirmations d'une source du renseignement militaire ukrainien, selon laquelle la Corée du Nord a envoyé une unité de 3000 soldats en Russie. Cette nouvelle a choqué la communauté internationale. Moscou et Pyongyang semblent avoir créé une alliance militaire semblable à une petite organisation du traité de l'Atlantique Nord, et ils travaillent maintenant ensemble pour aider Poutine à atteindre ses objectifs en Ukraine. C'est du moins l'impression qu'a l'Ukraine. Comme d'habitude, la Russie a immédiatement rejeté les rapports. Selon Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, aucune troupe nord-coréenne n'est entrée en Russie et n'entrera en Ukraine. Ce n'est pas seulement le renseignement britannique, c'est aussi le renseignement américain. Il le signale constamment, sans fournir de preuves. Selon Peskov, l'Occident fabrique à nouveau des histoires pour faire passer la Russie pour le méchant. Seulement, ce ne sont pas des histoires. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a évoqué l'entrée en guerre de la Corée du Nord, soutenue par la Corée du Sud. Il dit qu'un déploiement nord-coréen en Ukraine est très probable. La question n'est pas quand cela va se produire, mais plutôt le nombre de soldats que la Corée du Nord enverra. La British Broadcasting Corporation a parlé à une source dans l'extrême-orient russe pour confirmer que les troupes nord-coréennes arrivent, et cette source affirmant qu'elles étaient arrivées. Les nouveaux soldats étaient stationnés dans une base militaire du Rossiysk juste au nord de Vladivostok, bien que la source ait également affirmé que leur nombre était absolument loin de 3000. Peut-être que moins de troupes arrivent tant que prévu, ou peut-être que les 3000 soldats sont répartis entre différentes bases russes, que la source ne connaît pas. Néanmoins, c'est une nouvelle inquiétante pour l'Ukraine et ses soutiens occidentaux. Le mouvement, indépendamment du nombre de soldats, indique un renforcement des liens militaires russo-nord-coréens. Et s'il implique 3000 aujourd'hui, qui peut dire qu'il n'y en aura pas des milliers de plus à l'avenir? Il se peut déjà qu'il y ait plus de 3000. Selon The Guardian, le 10 octobre, la Corée du Nord envoyait des ingénieurs militaires pour aider la Russie à cibler l'Ukraine avec ses missiles balistiques, une semaine avant le rapport de la British Broadcasting Corporation. Une source ukrainienne a affirmé qu'il y avait déjà des dizaines de soldats nord-coréens derrière les lignes russes, beaucoup travaillant en équipe pour soutenir les systèmes de lancement pour les missiles KN-23. Si ces missiles vous semblent familiers, c'est peut-être parce qu'en août 2024, des rapports indiquaient que la Russie avait utilisé ce missile nord-coréen pour lancer une frappe contre l'Ukraine, avec un KN-23 confirmé avoir tué un père et son fils de 4 ans. Peut-être que ces ingénieurs faisaient partie des 3000 soldats que la Corée du Nord a envoyés plus tard en octobre, où il se peut que la Corée du Nord envoie des gens pour aider les Russes depuis bien plus longtemps que quiconque ne l'a réalisé. Pire encore pour l'Ukraine, plus de 3000 soldats nord-coréens seraient déjà présents. Un jour après le rapport de la British Broadcasting Corporation, l'Institut Lowy a approfondi les affirmations selon lesquelles la Corée du Nord envoie des soldats en Russie. Il a découvert que le Washington Post croit que plusieurs milliers de Nord-Coréens sont non seulement arrivés, mais reçoivent également une formation militaire de la Russie. Il a également couvert un rapport du Kyiv Independent, dans lequel un diplomate occidental a dit aux médias ukrainiens que le nombre est en réalité bien supérieur à 3000. La Corée du Nord a envoyé 10 000 soldats, bien que le diplomate n'ait pu fournir aucune information sur qui étaient ces soldats ou quel serait leur rôle dans l'armée russe. Que ce soit 3000, 10 000 ou simplement quelques dizaines de combattants, rien ne change le fait que la Corée du Nord envoie des membres actifs de son armée en Russie. Maintenant, l'Ukraine fait face à une guerre contre 2 pays au lieu d'un. Avec cette compréhension des événements probables, une autre question se pose. Pourquoi Pyongyang envoie-t-elle des soldats combattre dans une guerre se déroulant à des milliers de kilomètres de son territoire, et n'ayant probablement aucun impact évident sur le régime nord-coréen? La réponse se trouve probablement dans un événement de juin 2024. Au cours de ce mois, des nouvelles ont émergé que Poutine et le leader de la Corée du Nord, Kim Jong-un, avaient signé un pacte militaire coopératif qui incluait une clause intéressante: chaque partie serait tenue de venir en aide à l'autre en cas d'attaque. Si cela vous rappelle l'article 5 du traité de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui garantit une défense collective par tous les membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, si l'un de ses membres est attaqué, vous avez raison,
Il semble que la Russie ait créé sa propre mini-organisation du traité de l'Atlantique Nord, avec une puissance militaire qui partage sa vision de ce que pourrait être un monde non guidé par l'Occident. Ce pacte a naturellement déclenché des alarmes en Occident. Kim a qualifié cela d'alliance, laissant le monde s'interroger sur ce que ce pacte pourrait signifier pour l'avenir. Selon The Guardian, cela permettrait un échange de technologies et d'armes entre la Russie et la Corée du Nord. Selon les services de renseignement américains, la Russie enverrait des technologies de missiles balistiques et de sous-marins nucléaires à la Corée du Nord, qui a déjà été confirmée comme fournisseur d'armes à la Russie. Il a même été question d'armes nucléaires, l'administration Biden semblant préoccupée par le fait que la Russie allait aider la Corée du Nord à faire le dernier effort pour armer ses sous-marins de tête nucléaire. Les discussions sur les transferts de technologies ont éclipsé l'aspect défense coopérative du pacte. Et pourquoi ne le serait-il pas ? En juin 2024, l'opération militaire spéciale de Poutine a été contenue en Ukraine. Il n'y avait aucune suggestion que la guerre s'étendrait sur le territoire russe, les lignes rouges de Poutine semblant tenir bon. Puis était venu août, et tout a changé. Le 6 août, l'Ukraine a lancé une petite invasion dans l'oblast russe de Koursk. La Russie a faussement prétendu avoir réprimé une incursion de 300 soldats ukrainiens et de quelques chars et véhicules blindés. L'Ukraine avait réussi à percer les défenses frontalières russes. L'armée progressait vers Koursk, gagnant du terrain, et Poutine semblait inactif face à cette avancée. 2 semaines après Skansia, 2 semaines après cette incursion, la Russie a dû évacuer environ 200 000 personnes de l'oblast, l'Ukraine progressant davantage. L'Ukraine est désormais à au moins 18 miles à l'intérieur du territoire russe, ses soldats ayant pris 93 villages, contrôlant environ 460 miles carrés de territoire russe, soit le double de ce que la Russie a pris en Ukraine entre janvier et août 2024. À l'époque, beaucoup dans la communauté internationale ont vu l'invasion de Koursk comme un pari massif qui a payé pour l'Ukraine. Zelensky avait maintenant un gros atout pour les futures négociations avec la Russie. Et, surtout, il avait montré à Poutine et à son peuple que la guerre initiée par le leader russe pouvait atteindre le territoire de son propre pays. Dans les mois suivants, l'Ukraine est devenue de plus en plus audacieuse. Le 10 septembre, des nouvelles ont émergé d'une autre attaque sur le territoire russe. Cette fois-ci, l'attaque ne visait pas un oblast lointain, que les Russes les plus riches pourraient négliger. L'Ukraine a attaqué Moscou et d'autres régions russes. L'attaque a duré toute une nuit, et l'Ukraine a lancé 144 drones sur son ennemi dans la plus grande frappe de ce genre que Kiev ait tenté depuis le début de la guerre. L'attaque de drones a contraint plus de 50 vols à être déviés de Moscou, et a tué au moins une personne. L'Ukraine a également utilisé ses drones pour détruire des parties de gratte-ciel, et les a même fait voler directement au-dessus de certains des palais présidentiels de Poutine, dans un geste clairement destiné à rappeler au leader russe que l'Ukraine avait les moyens de lui nuire dans la ville où il se sent le plus en sécurité. Encore une fois, cette attaque a été une victoire pour l'Ukraine. Elle avait franchi la pire limite en attaquant la Russie sur son sol. Les événements à Koursk et l'attaque de l'Ukraine sur Moscou pourraient expliquer l'arrivée de soldats nord-coréens en Russie. Rappelez-vous du pacte signé par la Russie et la Corée du Nord en juin. Désormais, chaque pays doit défendre l'autre en cas d'attaque sur son territoire. L'invasion de Koursk était exactement cela pour la Russie. Poutine est du genre à jouer avec les sémantiques. Il ignorera allègrement les 2 ans et demi d'invasion russe de l'Ukraine pour présenter l'incursion de Koursk comme une attaque contre la Russie. La Corée du Nord, liée par son pacte signé avec la Russie, vient à son secours de la même façon que les pays de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord le feraient pour l'un de leurs alliés. L'invasion de Koursk a déclenché des conséquences militaires inattendues, surtout pour l'Ukraine. C'était autant une invitation pour la Corée du Nord à s'impliquer dans la guerre qu'une invasion réussie qui a pris le territoire russe. Les plus conspirationnistes d'entre vous pourraient même supposer que Poutine a laissé l'invasion de Koursk se produire afin qu'il puisse compter sur la Corée du Nord pour fournir des soldats. Les défenses frontalières russes étaient faibles, et Poutine ne semble pas encore agir significativement pour repousser l'Ukraine de Koursk. Il est possible que le dirigeant russe ait tout planifié depuis le début. C'est sans doute surestimer Poutine. Malgré les inquiétudes suscitées par l'envoi de milliers de soldats nord-coréens en Russie, ce n'est pas le premier exemple de coopération entre ces deux pays. La Corée du Nord envoyait déjà des armes et des personnes en Russie avant la signature de leur pacte. En février 2024, Al Jazeera a rapporté que selon le ministère de la Défense sud-coréen, la Corée du Nord aurait envoyé jusqu'à 6700 conteneurs, transportant des millions d'obus d'artillerie et d'autres munitions en Russie depuis septembre 2022. Ces conteneurs ne sont pas gratuits, affirme la Corée du Sud. La Russie a échangé nourriture, matières premières et pièces contre les coquilles.
Shin Won-sik, le ministre de la Défense sud-coréen, pense que la Corée du Nord a utilisé ses conteneurs pour livrer plus de 3 millions de coquilles d'artillerie de 122 mm, ou peut-être environ 500 000 coquilles de 152 mm. Selon Shin, il pourrait s'agir d'un mélange des deux, avec au moins plusieurs millions de coquilles envoyées. Il a aussi déclaré que les usines d'artillerie nord-coréennes tournent à plein régime pour la Russie, bien que les autres usines de munitions du pays soient tombées à 30% de leur production normale faute de matières premières. Selon Time, en juin 2024, alors que la Russie et la Corée du Nord signaient un pacte défensif, Shin a affirmé que le nombre de conteneurs avoisinait les 10 000. Le ministre de la Défense sud-coréen a affirmé que Poutine devrait renforcer la coopération sécuritaire avec la Corée du Nord, notamment l'approvisionnement en matériel militaire comme les obus d'artillerie, essentiel pour saisir une opportunité de victoire. Un signe de désespoir d'un leader russe qui manque rapidement d'armes, peut-être. Mais ce transfert massif d'obus d'artillerie nous montre que l'Ukraine a indirectement combattu la Corée du Nord pendant la majeure partie de 2024. L'arrivée de bottes nord-coréennes sur son territoire semble être une expansion naturelle de la relation de défense qui se renforce entre la Russie et son allié le plus fervent. Vous pouvez aussi inclure les missiles KN-23 mentionnés précédemment. L'ironie est que la Russie, jadis grand fabricant d'armes, dépend maintenant d'un pays perçu comme plus faible pour approvisionner son armée. L'arrivée de main-d'œuvre nord-coréenne en Russie n'est pas non plus un phénomène aussi nouveau qu'il y paraît. En avril 2024, le diplomate a rapporté qu'en janvier 2023, la Corée du Nord a commencé à envoyer des personnes dans les zones du Donbass en Ukraine, occupées par la Russie. Selon le diplomate, ces personnes n'étaient pas des soldats, mais des travailleurs venus aider la Russie à reconstruire l'infrastructure qu'elle avait détruite en 2 ans. Cependant, l'arrivée de ces travailleurs nord-coréens inquiétait l'Ukraine, montrant que Poutine trouvait des solutions pour pallier les pénuries de main-d'œuvre en Russie. Faire venir des travailleurs étrangers, et la Russie peut envoyer plus de ses citoyens dans le conflit ukrainien meurtrier. Encore une fois, un exemple indirect de l'alliance entre la Russie et la Corée du Nord. C'est aussi un autre élément qui explique la situation actuelle, avec les soldats nord-coréens qui commencent à arriver en Russie pour combattre en son nom. Zelensky doit maintenant faire face à une vérité qu'il n'a peut-être pas voulu affronter auparavant. L'Ukraine n'est plus en guerre uniquement avec la Russie. Elle se bat également contre la Corée du Nord. Revenons en arrière et examinons ce que cela pourrait signifier pour l'Ukraine, alors que l'opération militaire spéciale de Poutine avance en 2025. La Corée du Nord n'est pas une puissance militaire comparable à la Russie. Global Firepower, ou Global Firepower qui classe annuellement 145 des nations militaires du monde en fonction de leur puissance militaire, dit que la Corée du Nord est 36e sur 145. C'est un classement convenable, mais loin derrière la Russie, 2e, et l'Ukraine, 18e. L'armement du pays n'est pas un sujet de fierté. Selon Business Insider en septembre 2023 même, les obus d'artillerie et les missiles envoyés par la Corée du Nord en Russie jusqu'à présent sont généralement de mauvaise qualité. John Everard, ex-ambassadeur du Royaume-Uni en Corée du Nord, a souligné que la plupart des armes fournies par la Corée du Nord à la Russie sont en très mauvais état. Mais la condition peut ne pas être le facteur principal ici. Tant que les obus nord-coréens explosent, la Russie se soucie peu de leur lieu d'impact en Ukraine. Le jeu des chiffres est plus important. Et s'il y a une chose que la Corée du Nord peut fournir à la Russie, c'est plus de ce dont elle a besoin pour continuer ses bombardements. En revenant aux statistiques du produit intérieur brut, il souligne que la Corée du Nord a 3215 chars, ce qui est le 2e plus grand nombre de chars de toute nation militaire. Ces chars ne seront pas très utiles pour la Corée du Nord dans une hypothétique guerre contre l'Ukraine, étant donné la grande distance qui les sépare. Mais si Pyongyang trouve un moyen d'expédier ses chars à Moscou, avec des soldats, la Russie a soudainement une toute nouvelle flotte de monstruosités métalliques qu'elle peut déployer en Ukraine pour compléter la stratégie déjà très axée sur les chars de Poutine. Malgré ses 505 navires, la marine nord-coréenne ne sera pas très utile non plus. La grande majorité de ces navires sont des patrouilleurs, et même si la Corée du Nord envoyait des navires, ils n'arriveraient nulle part. L'entrée de la mer Noire est bloquée par la Turquie, empêchant la Russie de compléter sa flotte, qui a perdu un tiers de ses navires à cause des missiles et des drones ukrainiens. La Corée du Nord dispose aussi d'une force aérienne conséquente, classée 11e mondiale avec 476 avions et hélicoptères. Cependant, la Russie n'exploite pas pleinement sa force aérienne, se limitant à lancer des bombes planantes depuis l'arrière du front, malgré sa flotte importante d'avions. Alors comment la Russie peut-elle utiliser la Corée du Nord pour lutter contre l'Ukraine? La réponse simple est les gens. Beaucoup de gens.
L'armée nord-coréenne compte 1,32 million de personnel actif, la plaçant au 4e rang mondial en termes d'effectifs, au même niveau que l'armée russe. Le pays compte également 560 000 soldats de réserve et 100 000 combattants paramilitaires, et c'est ici que l'Ukraine fait face à un sérieux problème. Les troupes nord-coréennes sont probablement mal formées et sous-équipées, mais nombreuses. Poutine nous a montré pendant la guerre qu'il est prêt à sacrifier des centaines de milliers de personnes pour atteindre ses objectifs. Si l'Ukraine entre en guerre avec la Corée du Nord, des milliers de soldats nord-coréens supplémentaires arriveront en Russie, prêts à être envoyés par Poutine au front. Les 3000 à 10 000 premiers rapportés ne sont probablement que le début. La Corée du Nord pourrait envoyer des dizaines de milliers de soldats supplémentaires en Ukraine, voyant une victoire russe comme un triomphe sur l'hégémonie occidentale que les deux pays cherchent à éliminer. Et donc nous arrivons à une autre question. Avec les bottes nord-coréennes prêtes à fouler le sol ukrainien, comment la Russie compte-t-elle utiliser son nouvel afflux de soldats ? Le Kyiv Independent a rassemblé des avis suite à ces rapports, signalant l'arrivée de 10 000 soldats nord-coréens en Russie. Tout d'abord, il cite l'ancien attaché de défense du Royaume-Uni à Moscou, John Foreman, affirmant que la révélation que des troupes nord-coréennes pourraient apparaître en première ligne est une conséquence directe des pertes russes catastrophiques. L'approche brutale de Poutine est une fois de plus en cause. Foreman croit que les soldats nord-coréens qui arrivent offrent une efficacité militaire douteuse au mieux, ce qui signifie qu'il y aura de la chair à canon pour les défenseurs ukrainiens. C'est là notre premier indice sur l'approche de Poutine. Il ne recherche pas de soldats compétents. Les soldats nord-coréens ne sont pas des spécialistes capables de mener des opérations complexes en Ukraine. Ce sont des corps qu'il peut exploiter à sa guise. Et bon, il y a de fortes chances que les milliers de Nord-Coréens arrivant en Russie soient traités de manière similaire à beaucoup de conscrits et de soldats sous contrat russe. Ils seront envoyés en première ligne pour subir les tirs ukrainiens. Il y a une logique tordue à cette approche. La Russie utilisant ses soldats pour éroder lentement les réserves de munitions de l'Ukraine, érodant essentiellement ses défenses, plutôt que de les surmonter avec des tactiques militaires supérieures. Cette approche démontre également combien peu Poutine ou Kim se souciant de la vie de leur propre peuple. Le dirigeant nord-coréen a probablement envoyé des milliers de soldats à la mort. Il enverra probablement des milliers d'autres, et il sait que leur seule utilité est d'être jetés dans le hachoir à viande de Poutine, et il ne regrettera même pas les soldats perdus. Après tout, la Corée du Nord a un service militaire obligatoire. Le pays entier est fortement militarisé, tous les hommes nord-coréens étant tenus de servir dans l'armée du pays pendant 10 ans, tandis que les femmes doivent alors servir pendant 8 ans. L'article 86 de la Constitution nord-coréenne stipule que la défense nationale est le devoir suprême et l'honneur des citoyens, préparant ainsi le peuple à mourir à la demande de Kim pour tout objectif militaire qu'il peut imaginer. Christophe Bluth, professeur de relations internationales et de sécurité à l'université de Bradford, partage cet avis. Il affirme que la Corée du Nord ne peut fournir que 2 choses à la Russie. L'une est de la chair à canon, dit-il. L'autre étant l'énorme arsenal de munitions remontant aux années 50 que la Corée du Nord a accumulé pendant des décennies. Ce sont ces munitions qui ont été acheminées vers la Russie pendant la majeure partie de la guerre, surtout les obus d'artillerie. Étant donné l'utilisation extensive par Poutine d'armements de l'ère soviétique contre l'Ukraine, ces vieilles munitions sont en réalité bien plus précieuses pour le leader russe qu'il n'y paraît. Bluth évalue aussi la qualité des soldats nord-coréens partant pour l'Ukraine. Ils passent beaucoup de temps dans l'armée, dit-il en référence au service national de 10 ans de la plupart des soldats. Mais la qualité de leur équipement et la qualité de leur formation sont plutôt douteuses. Mais creusons davantage l'aspect opérationnel de ce transfert de soldats. Où la Russie compte-t-elle utiliser ces nouveaux soldats nord-coréens contre l'Ukraine ? Kursk semble être la réponse la plus logique. Selon le Kyiv Independent, les soldats nord-coréens seront probablement formés, puis envoyés à Kursk pour défendre contre l'incursion ukrainienne débutée en août 2024. James Waterhouse, de la British Broadcasting Corporation, soutient cette opinion, notant que beaucoup des 3000 soldats que la Corée du Nord a envoyés ont fini à Ulan-Ude, qui est proche de la frontière russe avec la Mongolie, et offre un chemin potentiel vers Kursk. La Russie utiliserait possiblement des soldats nord-coréens, conformément au pacte de défense signé avec son allié. Peut-être même qu'ils ne finiront pas en Ukraine, ce qui signifie que Zelensky n'a à se soucier que de les combattre sur le sol du pays que l'Ukraine a envahi. Ce n'est probablement pas le cas. En postant sur la plateforme de médias sociaux Telegram, le chef du département de contre-désinformation de l'Ukraine, Andriy Kovalenko, dit que l'Ukraine ne peut pas exclure la possibilité que ses soldats nord-coréens se retrouvent bientôt stationnés dans les zones de l'Ukraine occupées par la Russie,
Des rapports indiquant déjà que des travailleurs nord-coréens sont envoyés dans le Donbass. Il n'est pas exagéré de dire que Poutine pourrait utiliser la main-d'œuvre nord-coréenne pour repousser l'Ukraine hors de Koursk avant d'envoyer ses soldats en difficulté, et tous ceux que Kim lui envoie sur les lignes de front en Ukraine. Ces soldats chairs à canon n'ont également aucun choix quant à leur entrée en Ukraine. Ils mènent déjà des vies extrêmement brutales, avec comme conséquence probable d'un refus des ordres de leur leader, une longue peine de prison ou la mort. Il est donc probable que les soldats nord-coréens entrent bientôt en Ukraine. Notre question suivante, dans quelle mesure l'Ukraine devrait-elle s'en inquiéter, selon Foreman? Le nombre actuel de soldats nord-coréens en Russie n'a pas d'impact significatif sur l'équilibre des forces en faveur de la Russie. C'est plutôt un signe du désespoir de Poutine. Selon le docteur Jenny Matters de l'université d'Aberystwyth, l'Ukraine ne devrait pas prendre la situation à la légère. Cela pourrait juste être l'étape 1, dit-elle. Testons avec un petit nombre pour voir si ça marche des deux côtés. Matters souligne également que l'intégration va être la clé pour la Russie. La British Broadcasting Corporation dit la même chose dans son rapport sur les 3000 soldats. La barrière linguistique va être un énorme problème pour les soldats nord-coréens. Ils peuvent connaître les armes qu'ils doivent utiliser, leur pays en ayant même produit beaucoup, mais ne parlant pas russe. Il semble improbable qu'ils puissent travailler efficacement avec les unités russes tout en communiquant de manière effective. Selon un analyste russe anonyme cité par la British Broadcasting Corporation, Poutine a déjà rencontré des difficultés d'intégration en recrutant des prisonniers russes dans son armée. Inclure des centaines de prisonniers russes n'était pas si simple au début, et ils parlaient tout russe. Comment les Nord-Coréens sont-ils censés s'intégrer lorsque les russophones ont tant de problèmes ? C'est un problème sur lequel l'Ukraine espère capitaliser, surtout si cela se traduit par des attaques désordonnées, lancées par le contingent nord-coréen de Russie, qui en font une proie facile pour les unités ukrainiennes beaucoup plus expérimentées et cohésives stationnées à Koursk. En supposant que les Nord-Coréens se battent réellement. Le 16 octobre, Newsweek a rapporté que certains des premiers soldats nord-coréens avaient déjà déserté. La Russie recherche activement 18 soldats déployés dans les oblasts de Koursk et de Bryansk, à seulement 4 miles de la frontière avec l'Ukraine. Les commandants tentent de cacher les désertions. Les recherches se poursuivent. C'est un problème massif et peut-être imprévu pour la Russie. Les Nord-Coréens, envoyés combattre en Ukraine aux côtés de la Russie, n'y vont pas volontairement. Kim les contraint d'y aller en menaçant de lourdes sanctions. Si ces 18 désertions, survenant dès le début de l'entrée de la Corée du Nord dans la guerre, sont une indication, la Russie va avoir du mal à coordonner les attaques avec ses soldats. Nous pouvons spéculer sur les raisons de ces désertions. Il est possible que les soldats nord-coréens aient réalisé la gravité de la menace ukrainienne et aient choisi de ne pas s'engager dans le combat. Une raison tout aussi possible est que certains de ces soldats nord-coréens voient donc leur envoi en Russie comme une éventuelle voie d'évasion hors de la Corée du Nord. Ils ne sont plus dans un pays où chaque action est surveillée, et ils profitent de ce fait en disparaissant dans l'éther. Qu'est-ce que cela signifie pour l'Ukraine ? Ce manque de cohésion, couplé à la désertion qui va sûrement devenir de plus en plus courante avec le temps, suggère que l'Ukraine sera capable de gérer les troupes nord-coréennes entrant en Russie en ce moment. Cela ne veut pas dire qu'elle est hors de danger. Si la Corée du Nord commence à envoyer des dizaines de milliers de soldats supplémentaires, l'Ukraine va devoir se battre contre la plupart d'entre eux, même si certains font défection. Le manque de formation et de communication des troupes russes peut importer peu à Poutine, tant qu'il a des soldats à sacrifier dans un conflit déjà très coûteux pour l'Ukraine et la Russie. C'est là que réside le problème pour l'Ukraine. Elle est désormais en guerre avec la Corée du Nord, mais pas au sens traditionnel. Si Kim est aussi déterminé que Poutine à voir l'achèvement de l'opération militaire spéciale, nous pourrions voir cette guerre s'étendre sur plusieurs années avant que l'Ukraine ne puisse l'emporter. Que pensez-vous de la Corée du Nord envoyant des soldats pour aider la Russie contre l'Ukraine ? Cette expérience pourrait-elle mener à l'envoi de dizaines de milliers de Nord-Coréens de plus en Ukraine pour servir de chair à canon à Poutine ? Comment l'Ukraine réagira-t-elle à cet afflux de nouveaux soldats, selon vous ? Partagez vos avis en commentaire, et merci comme toujours d'avoir regardé la vidéo.